Bon les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour votre dose de frissons. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous une histoire sur Disneyland. Et en fait, non, plutôt deux histoires sur Disneyland, oui parce que je vous aime. Et donc pour ça, j'ai retourné internet pour trouver au total deux histoires de fous malades sur Disneyland, dont une qui se passe à Paris. Et en bonus, je vais vous partager l'histoire troublante d'une abonnée qu'on nommera Françoise. Et si tu nous regardes Françoise, merci à toi pour ton témoignage, ça fait super plaisir. Sur ce, avant de démarrer la vidéo, un grand merci à tous ceux qui regardent mes vidéos depuis le début, qui se sont déjà abonnés. On approche doucement des 3000 abonnés, donc ça fait super plaisir. Et maintenant, trêve de banalité, passons tout de suite à la première histoire bouleversante sur Disneyland Paris. Alors pour cette première histoire, aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le parc le plus célèbre de France, à savoir Disneyland Paris. Et du coup, si vous aimez cet endroit, vous réfléchirez peut-être à deux fois avant d'y retourner. Donc cette histoire, elle est racontée par André. André, c'est l'un des concierges du parc qui l'a vécu. Globalement, André est chargé de s'occuper du Phantom Manor, qui est le manoir hanté du parc. Et vous allez voir que cette histoire, même si elle est difficile à croire, elle est en fait basée sur les événements réels et terrifiants que André et d'autres membres du parc ont vécu. Donc depuis une semaine, André, c'est le nouveau concierge du parc de Disneyland Paris. Et en fait, il remplace un autre concierge qui a démissionné sans donner de raison juste avant. Alors déjà là, mon flair me dit de me méfier. Mais André, il est content d'avoir trouvé ce job, il s'entend bien avec ses collègues, donc il se pose pas trop de questions. Je pense qu'il devrait peut-être s'en poser. Mais bon, le travail d'André dans le parc, c'est d'assurer la propreté des attractions après la fermeture du parc. En gros, il doit s'occuper de quelques attractions et le Phantom Manor en fait partie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Phantom Manor, ou le manoir hanté en français, en fait c'est une reproduction glauque d'une vieille maison du Far West qui date de la fin des années 1800. Et sauf que cette attraction elle est connue aussi pour son ambiance très creepy. Et il y aurait effectivement même des rumeurs qui circulent au sein du parc comme quoi le manoir pourrait effectivement être vraiment hanté. Mais André, lui, les histoires de fantômes, il y croit pas du tout, c'est quelqu'un plutôt terre à terre. Et il a raison parce que clairement pour lui, c'est des rumeurs qui sont juste là pour effrayer les enfants et rendre encore plus populaire l'attraction. Bref, les premiers jours se passent super bien, André kiffe son travail et le lieu où il est. Jusqu'à un soir particulier qui va changer la vision qu'André a du parc. Donc ce soir-là, la plupart des visiteurs sont déjà partis et les attractions sont fermées. Du coup, comme à son habitude, André attaque son travail par le Phantom Manor qui est alors vide. À ce moment-là, il est environ 20h et la soirée commence comme une routine. Donc André rentre dans le manoir avec sa panoplie de nettoyage et puis il se met à sticker le sol en partant de l'entrée pour en faire le tour du manoir. Et moi perso, j'ai jamais été à Disneyland, mais si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me décrire à quoi ressemble le Phantom Manor à l'intérieur. Mais donc, plus André va s'enfoncer dans le manoir et plus il va commencer à ressentir une sensation étrange. D'abord, c'est une sensation d'être observé, puis cette sensation elle va se transformer en sensation d'angoisse, d'avoir vraiment quelqu'un de tout proche, comme une présence qui l'étouffe. Et vous voyez, c'est ce moment où on a le cœur serré, un peu mal à respirer, comme si on manquait d'air. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a quelques jours, je prenais l'avion pour aller au Maroc et j'ai fait un malaise dans l'avion et la sensation était juste horrible. Mais bref, trêve de banalité, on reprend l'histoire. André, lui, c'est un gaillard et c'est pas ça qui va l'arrêter dans son travail, donc il continue et il se met la musique dans ses oreilles pour se reconcentrer. Bon, je précise quand même que les lumières du manoir sont tamisées et l'endroit est quand même super glauque, donc même s'il a des écouteurs, il est pas tout à fait serein, notre André. Et au moment où il arrive au 3e étage, André passe devant le portrait de l'ancien propriétaire du manoir. Là, André explique que c'est vraiment trop bizarre. Parce qu'il a l'impression que les yeux le suivent. Mais bon, il se dit que ça fait partie de l'attraction, qu'il est déjà passé des dizaines de fois, des centaines de fois devant ce tableau, mais qu'il a jamais trouvé ça choquant. Et il se dit un peu, en fait, j'avais jamais remarqué ça, c'est un peu comme la Joconde qui nous suit des yeux. Alors qu'en fait, c'est simplement un effet. Donc André, encore une fois, il essaye de passer outre, il essaye de pas y penser et se replonge vite dans sa musique et son travail. Moi en vrai je serais déjà parti depuis bien longtemps. Alors effectivement moi j'adore l'horreur parce que c'est fictif quand j'en parle, mais vivre un truc comme ça, je me sentirais vraiment trop mal à l'aise. Je sais pas si vous c'est pareil. On a besoin de personnes comme André qui sont rationnelles là-dedans. Donc André lui il se replonge du coup dans le ménage, mais d'un coup au bout du couloir il voit une ombre au loin qui traverse et part d'une pièce à une autre. Et à ce moment-là André enlève ses écouteurs et crie assez fort le fameux « il y a quelqu'un ?» Mais vous en doutez, comme par hasard, il n'y a aucune réponse. Là, André commence vraiment à se poser des questions et il se dit qu'il y a peut-être quelqu'un du parc qui essaye de lui jeter un tour, donc il enlève ses écouteurs pour rester un petit peu à l'affût du moindre bruit. Et surtout pour essayer d'attraper l'intrus qui veut lui foutre les jetons. Mais le temps passe, André fouille dans le manoir hanté, mais ne voit toujours rien. Par contre, il commence à entendre des bruits comme des portes qui grincent sans raison ou encore des petits bruits de pas. Et en plus de ça, à certains moments, il a l'impression de percevoir des ombres qui bougent dans le coin de son œil. Mais dès qu'il se retourne ou qu'il va voir où sont les bruits, il voit strictement rien. Bon, clairement, là, André, il commence à se poser d'autres questions. Du style, est-ce que c'est lui qui devient fou? Mais toujours en essayant d'être rationnel, alors que le seul truc que j'ai envie de lui dire, c'est de vite
te tirer d'ici, André. Mais André, c'est un professionnel, il sait qu'il lui reste plus qu'un étage à nettoyer, donc il poursuit son travail, mais cette fois en restant sur ses gardes et en allant le plus vite possible pour vite finir et sortir du Phantom Manor. Parce qu'il faut dire que l'heure tourne et que maintenant les décors autour de lui mettent de plus en plus la pression, une sorte d'ambiance creepy sur lui. Bref, du coup, André arrive au dernier étage et c'est probablement là que sa soirée va prendre un autre tournant. D'un coup, André entend un rire d'enfant en lois. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il se souvient de ce que l'un de ses collègues lui avait raconté sur une légende assez flippante de ce manoir. En fait, à la fin des années 90, une femme a perdu son fils âgé de 10 ans à cause d'une maladie et son fils lui a toujours dit que son dernier souhait, ce serait d'être parmi les fantômes du manoir hanté. Donc cette femme avait a priori ensuite demandé au parc si elle pouvait répandre les cendres de son fils dans l'attraction, mais la direction du parc a évidemment refusé. Sauf que ça n'a pas empêché la mère de réaliser le rêve de son fils. Donc quelques jours plus tard, elle revient comme une touriste et parcourt le manoir et finalement elle dispersera les cendres dans le Phantom Manor. Et après ce moment-là, plusieurs membres du personnel ont signalé avoir vu un petit garçon dans le manoir, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça reste que des rumeurs, il n'y a aucune preuve. Donc forcément, André, ce genre d'histoire, il y croit pas non plus trop, mais pour le rire d'enfant, il dit que ça doit être sûrement une sorte de poupée ou un truc qui a mal été désactivé après la fermeture. Enfin bref, André finit de nettoyer le 4e étage en 4e vitesse pour vite se casser de là. Et finalement, ce soir-là, André ne reverra plus rien, mais il aura quand même eu une petite montée d'adrénaline. Et le lendemain, il raconte quand même ce qu'il a cru voir, ce qu'il a cru entendre à ses collègues. Alors, beaucoup d'entre eux ne le croient pas, bien sûr. Ils se disent encore un de plus qui essaie de nous faire peur en alimentant cette rumeur sur le Phantom Manor. Mais d'autres collègues lui parlent d'histoires identiques qu'ils ont entendues, et notamment des histoires venant de l'ancien concierge qu'André a remplacé dans le Phantom Manor. Du coup, André, au fond de lui, comprend pourquoi l'ancien concierge est parti, mais il refuse quand même de l'admettre. Et donc, il continuera après de travailler à cet endroit encore quelques années, mais il explique que quelquefois, il vivra certaines expériences un peu similaires, mais il trouvera toujours une raison un peu rationnelle pour expliquer les choses. Au final, j'aime beaucoup cette histoire qui se construit sur des rumeurs que des visiteurs et des employés du parc ont fait circuler à cause de visions paranormales qu'ils pensent avoir eues. Alors malheureusement, il n'existe encore une fois aucune preuve, aujourd'hui prouvant que ce lieu est hanté, mais bon, place au doute, après tout, ça ferait quand même beaucoup d'inventions, de mensonges pour arriver à une histoire pareille. Alors bref, voilà, c'est tout pour cette histoire. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la raconter. J'adore faire des recherches sur des lieux insolites comme Disneyland. Et vous allez voir que la seconde histoire, on va parler aussi de Disneyland, mais plutôt en Amérique, en Floride, à Orlando, et avec une mécanique qui est un peu différente. Et franchement, vous allez kiffer. Et clairement, vous n'êtes pas prêts. Alors, petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Alors l'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est l'histoire de Danny. Danny, c'est un agent de sécurité chez Disneyland. Alors pas celui de Paris du coup comme je l'ai dit, mais cette fois c'est en Amérique à Orlando. Et depuis quelques temps maintenant il y travaille toujours même à l'heure actuelle, mais pense réellement à quitter son poste depuis l'histoire terrifiante qui lui est arrivée récemment. Cela fait 24 ans que Danny travaille chez Disney et pendant ces 20 premières années, Danny travaillait en tant qu'agent de sécurité pour les boutiques du parc. Il s'occupait de gérer les vols, les altercations entre les visiteurs et tout autre débordement. Et il explique qu'en général, les personnes étaient plutôt sympathiques et que les conflits se réglaient plutôt rapidement. Et puis fatigué physiquement par son travail à cause de la chaleur et de la marche, ayant envie un peu de renouveau, Danny a demandé à sa direction de changer de poste et s'est retrouvé à assurer la sécurité des visiteurs dans un hôtel du parc, faisant office de station balnéaire. Là-bas, c'était plus calme, il y avait de la climatisation et beaucoup moins de marche, et ses conditions de travail étaient donc bien meilleures. Mais Danny explique que souvent les litiges à gérer avec les clients de l'hôtel étaient parfois plus compliqués que ceux qu'il gérait alors qu'il était dans les boutiques. Un jour, Danny est appelé pour un souci plutôt banal et courant. En effet, il y a des voyageurs qui doivent libérer la chambre pour midi afin que les agents d'entretien puissent nettoyer et préparer les chambres pour les futurs occupants. Et ce jour-là, l'une des chambres est encore occupée alors qu'il est passé 13 heures. Alors c'est pourquoi les agents d'entretien ont fait appel à Danny pour aller mettre un petit coup de pression aux occupants afin qu'ils libèrent rapidement les lieux. Danny s'exécute et dans un premier temps, il se rend vers la chambre. Il frappe à la porte une fois, puis 2 fois sans réponse. Et de là, il se dit que les personnes ne sont peut-être pas là et du coup, il décide d'ouvrir la porte. Là, il constate effectivement qu'aucune personne n'est présente dans la chambre, mais en revanche que toutes les affaires sont encore présentes. Et après quelques minutes, en ne voyant toujours personne arriver, Danny fait appel à son supérieur qui se renseigne sur la réservation de la chambre. Et celle-ci avait été faite pour une famille de 4 personnes, un couple et leurs 2 enfants. Sur la réservation, un numéro de téléphone est indiqué, du coup Danny prend son téléphone et essaye de joindre cette fameuse famille. Malheureusement, Danny n'arrive à joindre personne et tombe directement sur la messagerie. Et après avoir patienté quelques minutes, n'ayant toujours pas de nouvelles, son supérieur donne l'ordre aux agents d'entretien d'évacuer les affaires, de les stocker en dehors de la chambre afin de pouvoir préparer celle-ci et de la nettoyer pour les futurs occupants.
Alors la situation intrigue Danny et du coup avec l'autorisation de son supérieur, il décide de creuser un peu concernant la réservation de la famille. Il espère trouver un autre moyen de contact ou peut-être une note dans le dossier qui pourrait l'aider à comprendre ou à débloquer la situation. La famille était arrivée il y a 5 jours, elle avait effectué une réservation pour l'hôtel mais aussi pour une place de parking dans la résidence. Et sur cette réservation, Danny a trouvé des informations sur le véhicule de la famille. Donc ni une ni deux, Danny se dirige vers le parking, essaye d'identifier le véhicule et il y parvient. Il y retrouve le véhicule vide, sans personne à bord, et de là déjà il est rassuré. Il se dit que la famille n'a pas eu d'accident de voiture ni quoi que ce soit et qu'elle n'est pas partie en laissant toutes ses affaires. Et donc elle doit forcément se retrouver aux alentours. Danny réfléchit et a une bonne idée. Les visiteurs de la station avaient des bracelets électroniques qu'ils appelaient les bracelets magiques, en fait qui permettent d'avoir accès aux différents endroits du parc. C'est aussi un moyen de paiement, un moyen d'accès au restaurant et également des clés pour la chambre. Donc après avoir été fouillé dans l'historique de ce pass, Danny constate que plus tôt dans la matinée, la famille a pris son petit déjeuner à côté d'une attraction, le Royaume Enchanté. Puis qu'elle a fait plusieurs fois le tour de celle-ci et c'est le dernier signal qu'elle a émis avec le bracelet. Donc Danny décide de se rapprocher de ses collègues qui géraient les caméras de surveillance du manège. Et là, après quelques minutes, il regarde son collègue qui semble totalement désemparé. Et c'est alors qu'il montre à Danny les deux images. La première, celle de l'embarquement dans le manège où on y voit du coup la famille monter dans l'attraction et s'installer. Et la seconde, du débarquement où on y voit les mêmes personnes que sur la première image, excepté la famille. De là, Danny et son collègue se mettent à penser au pire. Est-ce qu'un enfant serait tombé dans l'eau et ses parents auraient essayé de le rattraper? Sont-ils bloqués quelque part? Dans le doute et ne voulant pas prendre de risques, Danny et son collègue vont décider de fermer l'attraction et avec l'aide d'une équipe de renfort, ils se mettent à chercher la famille. Ils font plusieurs fois du coup le tour de l'attraction, regardent sous l'eau, derrière les décors, mais aucune trace de la famille. Cette histoire prend donc une autre tournure et devient une affaire plutôt de disparition et la police sera mise au courant très rapidement. Mais malgré tout, Danny il est très perturbé par cette histoire et prend les choses à cœur. Donc il décide de continuer d'investiguer de son côté par lui-même et de fouiller dans les affaires personnelles de la famille dans l'espoir de trouver un indice ou toute autre information qui pourrait être utile afin de les retrouver. De là, il découvre que dans l'ordinateur de la famille, il y avait un système de cloud en ligne qui permettait de synchroniser immédiatement et stocker les photos prises par les téléphones durant leur séjour et qui se mettent directement sur l'ordinateur. Danny ouvre donc sur l'ordinateur l'album photo et il y découvre environ une centaine de photos. Et les premiers clichés sont tout à fait normaux. La famille s'amuse, visite le parc. Rien d'inquiétant. Mais il remarque que les 10 dernières photos proviennent de la même attraction. Et effectivement, c'est le Royaume Enchanté. Danny regarde donc les photos une par une. Au début, rien d'inquiétant. Les 4 membres de la famille, encore une fois, sourient, ont l'air de s'amuser. On y voit également les autres passagers de l'attraction. Mais très vite, le cœur de Danny se serre. Il fait défiler les photos et remarque sur les clichés que le père de la famille semble en colère d'un coup. Et tandis que le reste de la famille, lui, semble totalement paniqué. Et la mère apparaît même terrifiée avec ses enfants dans les bras. Danny continue de faire défiler les photos et là, plus aucune trace du père et de l'un des enfants qui ont complètement disparu des clichés. On y voit à présent plus que la mère et l'un de ses enfants. Leurs regards sont totalement vides, dénué de toute émotion. Et ce sont là les derniers clichés. Danny referme l'ordinateur, il est très perturbé et dans l'incompréhension totale de ce qui a pu se produire. Il ne cesse de chercher une explication, mais n'y parvient pas. Quelques minutes même après, la police arrive sur les lieux, effectue des recherches, mais pareil, rien, aucune trace de la famille. Mais depuis ce jour, Danny n'a eu aucune nouvelle, que ce soit de la famille ni de la police, donc il reste donc sans explication à l'heure actuelle. Danny indique que cette histoire l'a beaucoup tourmenté et qu'il a pensé pendant des années, des jours et qu'il ne comprend toujours pas ce qui s'est passé à l'heure actuelle. Alors, est-ce que la famille a réellement disparu? Ou y a-t-il eu un accident lors de l'attraction qui n'a pas été signalé? Ou ont-ils tout simplement orchestré leur disparition? Alors malheureusement, nous n'aurons pas la réponse à cette question, mais personnellement, je pense que la famille avait peut-être des problèmes et souhaitait disparaître. Comme l'a indiqué Danny, la famille a fait plusieurs fois le tour de l'attraction, peut-être pour repérer les caméras et les sorties, etc. Et alors effectivement, si la famille avait de gros problèmes d'argent ou d'autres trucs, tout est possible, tout est plausible, il est possible qu'ils aient fait exprès d'organiser tout ça. En tout cas, pour moi, cette histoire, elle est vraiment frustrante parce qu'on ne saura jamais vraiment pour quelle raison cette famille a disparu, mais n'hésitez pas à me partager, entre guillemets, vos commentaires, vos théories à propos de cette histoire, j'en serais ravi. En tout cas, si vous voulez bien, on va passer à la troisième histoire qui est l'histoire d'une abonnée qui s'appelle Françoise. Et franchement, encore une fois, merci à Françoise. Si vous souhaitez aussi partager une histoire un peu thread d'horreur, un peu terrifiante que vous avez vécue, n'hésitez pas. Allez en description, il y a mon mail et vous m'envoyez votre histoire. Donc, je vous le dis quand même, Françoise, c'est pas son vrai nom, elle a simplement voulu préserver son anonymat. Et dans cette vidéo, on va parler d'une tentative de kidnapping à Dubaï. Au moment de cette histoire, Françoise a 17 ans et elle vit à Dubaï, une ville où le luxe côtoie des règles très strictes. Et Françoise a été renvoyée, elle, de son école pour avoir consommé de l'alcool. Alors Françoise précise qu'elle n'est pas du tout alcoolique, mais qu'elle a fait une soirée trop arrosée et que ça s'est su. Bref, pas cool, mais bon, à Dubaï, on rigole pas avec tout ça.
Suite à ça, aucune école française de Dubaï n'a voulu la prendre. Ils veulent éviter les problèmes, du coup Françoise doit déménager dans l'émirat voisin, Abu Dhabi, pour reprendre sa scolarité. Alors imaginez le truc, adieu les potes, bonjour la solitude. Tous les week-ends, elle rentre chez ses parents, mais la semaine, elle vit chez des amis de ses parents à Abu Dhabi. Et à ce stade, je vous précise que suite à l'incident avec l'alcool, Françoise est elle aussi privée de sortie par ses parents. Alors pour une ado, c'est la galère, pas de sortie, pas de vie sociale. Du coup, elle se sent isolée et elle a beaucoup de mal à tisser de nouveaux liens avec ses nouveaux camarades de classe. Et clairement, ça commence à lui peser. Bref, un week-end, ses amis ont prévu de sortir pour fêter l'anniversaire d'Inès. Mais forcément, ses parents lui disent non pour sortir. Et en effet, vous devez savoir que c'est Inès qui l'avait filmé en train de boire et causant du coup le renvoi de Françoise à son école. Mais Françoise, elle veut juste voir son autre amie qui s'appelle Amina, qui sera aussi à la fête. Du coup, elle dit à ses parents qu'elle va juste faire une balade dans la résidence, mais en fait, Françoise prend son vélo, direction sa pote Amina à Arabian Ranches. Alors je suis pas sûr de la prononciation. Qui se situe du coup à 4 km de chez elle. Et il faut savoir qu'à Dubaï, le vélo c'est pas courant. Surtout avec la chaleur de dingue qu'il fait là-bas. Mais Françoise, elle est super motivée, donc elle y va. Enfin, elle sort pour pouvoir s'amuser et clairement, elle pense pas du tout au retour. Et là, alors qu'elle pédale, une camionnette de workers s'arrête à côté d'elle. Et les workers, c'est quoi entre autres? C'est des camionnettes qui amènent des gens au boulot, au travail en général. Et oui, les amis, là où habite Françoise, il n'y a pas de bus ni de métro. C'est clairement un contraste avec la richesse de cette ville, mais bref. La camionnette semble vide et plutôt abîmée, il y a que le conducteur. Et étrangement, le conducteur engage la conversation. Il lui demande si ça va et d'où elle vient. Et clairement, c'est très surprenant parce que c'est très rare, dit Françoise, que les workers s'arrêtent juste pour parler. En général, ce sont des gens assez pauvres qui travaillent beaucoup. Mais bon, Françoise répond, elle dit qu'elle va bien et qu'elle est française d'origine camerounaise et guadeloupéenne. Alors je fais une petite parenthèse. En fait, Françoise nous explique aussi qu'à Dubaï, c'est une ville ultra sécurisée avec des caméras partout et une police qui est très efficace. Et encore plus dans les quartiers riches où elle se trouve. Donc globalement à Dubaï, si vous perdez votre porte-monnaie, vous êtes presque sûr de le retrouver aux objets trouvés. Donc clairement, Françoise à ce moment, elle se sent en sécurité. Elle a grandi dans un endroit très sécurisé où elle ne connaît pas les problèmes qu'il peut y avoir ailleurs. Mais ensuite, le conducteur se met à lui poser des questions qui deviennent tout de suite plus bizarres, du genre est-ce que t'es mariée? Et Françoise, elle est un peu sur ses gardes, donc elle répond qu'elle ne l'est pas mariée parce qu'en fait elle a seulement 17 ans. Et c'est logique. Puis, l'homme au volant de la camionnette, il lui dit qu'elle a l'air fatiguée de pédaler et lui propose alors de monter dans la camionnette pour qu'il la conduise à son lieu de rendez-vous. Là, clairement, pour Françoise, c'est pas normal et elle flaire le danger. Donc elle refuse poliment, mais l'homme se met à insister de plus en plus et du coup, Françoise panique et elle part en pédalant le plus vite possible en direction opposée. Donc son cœur bat super vite et elle s'arrête pas de se retourner pour voir si cet homme la suit. Et puis au bout d'un moment, Françoise du coup arrive chez Inès et Amina et elle décide de tout dévoiler à Amina. Et au final, Françoise elle explique qu'après, elle pense que cet homme faisait partie d'une sorte de réseau de prostitution et apparemment à Dubaï ils sont quand même présents et c'est un problème, surtout pour certaines ethnies de femmes. Et donc pour Françoise, elle a eu énormément de chance d'échapper à cette situation. Qui sait ce qui aurait pu lui arriver? Françoise réalise à quel point la situation aurait pu mal tourner et en plus à Dubaï, un lieu réputé pour sa sécurité, Françoise n'aurait jamais imaginé vivre une telle frayeur. Mais cette expérience a ouvert les yeux de Françoise. Elle comprend que même dans sa résidence sécurisée, elle n'est pas à l'abri des dangers du monde extérieur. Surtout que dans un pays comme les Émirats Arabes Unis, où les écarts sociaux sont énormes, les personnes comme le conducteur de la camionnette sont souvent invisibles, mais elles existent bel et bien. Donc le retour à la normalité n'est pas facile pour Françoise. Chaque fois qu'elle va voir du coup une camionnette maintenant, son cœur se serre et elle se dit qu'est-ce qui pourrait se passer? Elle ne peut s'empêcher de repenser à ce jour, à ce qui aurait pu arriver si elle n'avait pas eu l'instinct de refuser l'offre de cet homme. Alors ce qu'elle a vécu était une leçon dure mais précieuse pour Françoise, parce que maintenant elle est devenue de plus en plus prudente, plus consciente des réalités du monde. Et elle sait maintenant que la sécurité et le confort ne sont pas toujours une garantie et que l'instinct peut être un véritable allié. Alors son histoire nous rappelle à tous et à toutes que peu importe où nous sommes, la prudence est essentielle. En tout cas, merci à Françoise d'avoir partagé son histoire. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux ou celles qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée. Bisous.